Bonjour à tous, j'ai eu comme idée pour cette vidéo de fouiller, chercher, trouver des brevets, des publications scientifiques qui pourraient correspondre à ce qui est possible techniquement pour Abstergo Industries dans le jeu Assassin's Creed. Par exemple, lire l'ADN d'une personne, remonter jusqu'à ses ancêtres, retrouver des capacités, des caractéristiques de certains ancêtres, refaire vivre une ancienne situation d'une vie antérieure, etc. Et vous allez voir que le résultat est étonnant, et on ira même un peu plus loin avec des études vers l'immortalité, etc. Je vais vous mettre le lien au QR code quelque part pour avoir accès à tous les documents scientifiques que je vais aborder, et même plus, même ceux que j'aurais pas abordés, mais que j'aurais trouvé pour vous. C'est vraiment le genre de reverse engineering, entre guillemets, qui est conceptuel, qui est fascinant. On cherche les briques de réalité scientifique qui, une fois assemblées et poussées à leur extrême limite par la science-fiction, pourraient donner naissance à la technologie d'Abstergo. 1. Le cœur de l'animus. Lire la mémoire génétique dans l'ADN. Dans Assassin's Creed, l'idée est que les expériences marquantes d'un ancêtre laissent une trace dans l'ADN, que l'animus peut lire. C'est le postulat le plus audacieux. Dans le monde réel, cela n'existe pas sous cette forme, mais le concept le plus proche et le plus troublant est l'épigénétique transgénérationnelle. Alors quel est le concept scientifique ? L'épigénétique étudie les changements dans l'activité des gènes qui ne sont pas causés par des modifications de la séquence d'ADN elle-même. Imaginez des interrupteurs ou des marqueurs chimiques qui se posent sur l'ADN en réponse à l'environnement. Stress, alimentation, traumatisme. Les découvertes assez flippantes, c'est que certains de ces marqueurs peuvent être transmis aux générations suivantes. Quelle est l'expérience clé ? Une expérience célèbre a exposé des souris mâles à l'odeur de l'acétophénone, une odeur assez proche de la fleur de cerisier, tout en leur administrant un léger choc électrique. Elles ont appris à craindre cette odeur. Leurs descendants, et même les descendants de leurs descendants, ont montré une peur et une sensibilité accrues à cette odeur spécifique, sans jamais y avoir été exposés. La peur avait donc été transmise. Alors, quel est le document secret, entre guillemets ? Le titre, c'est Parental Olfactory Experience Influences Behavior and Neural Structure in Subsequent Generation, de Dias et Ressler, dans le journal Nature Neuroscience 2014. Ce document prouve que le souvenir d'une association sensorielle, odeur, peur, peut être transmis biologiquement à travers les générations. Ce ne sont pas des souvenirs narratifs complexes comme Ezio a sauté de ce toit dans Assassin's Creed, mais une prédisposition, une mémoire instinctive. C'est la première brique fondamentale de l'animus. 2. La simulation. Refaire vivre une situation d'une vie antérieure. Une fois la mémoire, entre guillemets, lue, l'animus doit la transformer en une simulation immersive et interactive. Cela combine deux domaines de recherche de pointe, le décodage cérébral et la réalité virtuelle neuro-intégrée. Quel est le concept scientifique ? Eh bien, des chercheurs peuvent déjà, avec une certaine précision, reconstruire ce qu'une personne voit, imagine ou rêve en analysant l'activité de son cerveau, généralement via IRMF. Je crois que c'est une machine IRM non invasive. Ils décodent les signaux du cortex visuel pour recréer une image. Voilà, alors comme source visuelle à vous présenter, j'ai notamment ça. Des algorithmes ont pu reproduire avec plus ou moins de fidélité les photographies, les histoires ou les chansons présentées à des volontaires grâce à l'analyse de leur activité cérébrale. Ces derniers mois, les expérimentations portant sur ces décodeurs se multiplient. Ça, c'était mai 2025. Donc, quelle est l'expérience clé en ce qui concerne cette technologie ? Le laboratoire de Jack Gallant à Berkeley a montré à des sujets des bandes-annonces de films tout en enregistrant leur activité cérébrale. Ensuite, un algorithme a utilisé uniquement les données cérébrales enregistrées pour reconstruire des versions floues mais reconnaissables des vidéos que les sujets avaient vues. C'est fou, hein ? Quel est le document secret ? Donc, le titre c'est Reconstructing Visual Experiences from Brain Activity Evoked by Natural Movies de Nishimoto, Nazelaris, Benjamini, Yu and Gallant, dans le journal Current Biology de 2011. C'est vraiment la preuve de concept de l'écran de l'animus. Si on peut lire une expérience visuelle directement depuis le cerveau,
Alors une machine Abstergo pourrait théoriquement faire de même avec les données entre guillemets lues depuis l'ADN et les projeter dans une simulation. En 3, on a l'effet de transfert, bleeding effect, acquérir les capacités d'un ancêtre. Dans le jeu, l'utilisation intensive de l'animus permet au sujet, Desmond Miles, d'acquérir les compétences de ses ancêtres assassins. C'est l'effet de transfert. Dans le monde réel, cela relève de la neuroplasticité accélérée par simulation immersive. Quel est le concept scientifique derrière ça ? Eh bien, la neuroplasticité est la capacité du cerveau à se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales. C'est ainsi que nous apprenons. Une simulation ultra réaliste qui engage totalement les sens et le système moteur peut accélérer massivement cet apprentissage en gravant des schémas moteurs dans le cerveau bien plus vite que l'entraînement classique. Quel est le document secret ? Eh bien, on a le numéro de brevet US 2016 003403A1. Le titre est System and Method for Providing a Virtual or Augmented Reality Environment with Haptic Feedback. Les inventeurs donc sont souvent des entreprises comme haptX ou Tesla Suite qui développent ces technologies. Donc ce type de brevet ne décrit pas un simple casque de réalité virtuelle, mais un système complet avec des combinaisons ou des gants haptiques qui permettent de sentir la texture, la résistance et l'impact des objets virtuels. En vivant les mouvements d'Ezio, donc dans Assassin's Creed, de manière répétée dans une simulation sensorielle totale, le cerveau de Desmond créerait les mêmes connexions neuronales que celles nécessaires pour l'escalade ou le combat. Il n'hérite pas de la compétence, il apprend à une vitesse surhumaine grâce à une simulation parfaite. Pour conclure, la recette secrète d'Abstergo, Abstergo Industries, dans l'univers du jeu, n'a pas fait une seule découverte magique. Son génie maléfique serait d'avoir maîtrisé et fusionné ces 3 domaines de recherche bien réels. 1. La lecture épigénétique avancée. Ils ont trouvé comment extraire non pas de simples prédispositions, mais des mémoires narratives complexes à partir des marqueurs épigénétiques de l'ADN. 2. Décodage neuronal et rendu quantique. Ils ont un processeur capable de traduire ces données brutes en une simulation audiovisuelle et sensorielle parfaite en temps réel. 3. Interface neuro-immersive totale. L'animus n'est pas qu'un lit, c'est une interface qui connecte directement le système nerveux du sujet à la simulation, forçant le cerveau à la vivre comme une réalité et déclenchant ainsi une neuroplasticité massive, l'effet de transfert. Donc les documents qu'on a cités, qu'on a trouvés, sont des véritables fragments d'Éden scientifiques. Ils ne permettent pas de construire un animus aujourd'hui, mais ils montrent que les questions posées par le jeu, et le premier il date d'il y a quasiment 20 ans, sont au cœur des recherches les plus avancées, les plus troublantes de notre époque aujourd'hui, en 2025. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin que Abstergo Industries, Assassin's Creed. On va maintenant chercher des dossiers confidentiels entre guillemets du monde réel qui touchent aux piliers de la science-fiction transhumaniste, l'immortalité, le cyborgisme, le clonage et le décodage avancé des pensées. 1. Le décodage des pensées. La recherche a dépassé la simple reconnaissance d'une image pour s'attaquer au flux continu de la pensée, le langage et de l'expérience sensorielle, la musique. Quel est le concept scientifique ? Utiliser des scanners non invasifs comme l'IRMF pour mesurer l'activité cérébrale pendant qu'une personne écoute une histoire ou de la musique. Un modèle d'IA est ensuite entraîné à associer les schémas d'activité cérébrale aux mots, sémantiques, ou aux caractéristiques musicales, rythme, mélodie. Une fois entraîné, le modèle peut deviner ou reconstruire le contenu d'une nouvelle histoire ou chanson en se basant uniquement sur l'activité cérébrale. Alors quel est le document secret entre guillemets ? C'est Semantic Reconstruction of Continuous Language from Non-Invasive Brain Recordings de Tang, Lebel, Jane and Hutt dans la revue Nature Neuroscience de 2023. C'est la publication qui a fait le plus de bruit récemment. L'équipe a réussi à reconstituer le sens général d'histoire que les sujets écoutaient ou imaginaient, simplement en analysant leurs données d'IRMF. C'est la preuve de concept d'un décodeur de langage non invasif. On a le document numéro 2, par rapport à la musique, qui s'appelle « Music can be reconstructed from human auditory cortex activity using nonlinear decoding models » de Bélier et autres, dans le journal PLOS Biology 2023. Cette étude-là, elle a spécifiquement reconstruit une chanson
Another Brick in the Wall, Part 1 de Pink Floyd, à partir de l'activité cérébrale de sujet l'écoutant. La reconstruction est reconnaissable, prouvant que même des éléments musicaux complexes peuvent être décodés. Vous imaginez ? En 2, on a le prolongement radical de la vie vers l'immortalité. L'immortalité biologique n'est pas encore une réalité, mais le domaine le plus prometteur est celui du rajeunissement cellulaire par reprogrammation épigénétique. Quel est le concept scientifique ? Eh bien, avec l'âge, nos cellules accumulent des erreurs, entre guillemets, épigénétiques, des marqueurs chimiques sur l'ADN qui contrôlent quels gènes sont actifs. L'idée est d'utiliser des protéines spécifiques, les facteurs de Yamanaka, entre guillemets, pour réinitialiser ces marqueurs et ramener une cellule à un état plus jeune et plus sain, sans altérer l'ADN lui-même. Alors, quel est le document qui parle de ça ? Donc, la preuve chez un mammifère. Le titre, c'est « In vivo amelioration of age-associated hallmarks by partial reprogramming » de Ocampo Reddy Martinez Redondo, laboratoire de Juan Carlos Ispizua Belmonte, dans le journal Cell, CE2L de 2016. C'est une publication historique. Les chercheurs ont réussi à inverser les signes du vieillissement et à prolonger la durée de vie de souris atteintes d'une maladie de vieillissement accéléré. Ils ont appliqué cette thérapie de reprogrammation à des animaux vivants et ont observé un rajeunissement des tissus et des organes. C'est la première preuve de concept que le vieillissement pourrait être un processus réversible. 3. L'hybridation homme-machine, le cyborgisme. Au-delà des prothèses, la véritable hybridation est l'interface cerveau-machine à haut débit, créant une symbiose entre la cognition humaine et l'intelligence artificielle. Quel est le concept scientifique ? Implanter des milliers de microélectrodes directement dans le cerveau pour lire et potentiellement écrire l'information neuronale avec une résolution et une vitesse sans précédent. L'objectif n'est plus seulement de contrôler un curseur, mais de fusionner la pensée humaine avec la puissance de calcul d'un ordinateur. Ce qui pourrait expliquer les comportements de gens comme Zuckerberg, hein. J'ai une petite parenthèse humoristique. When I was a human, I'm still a human, but... vous vous souvenez de cette vidéo ? Donc, le document qui parle de ça, donc le brevet qui décrit le projet, c'est le numéro US 10-905-399-B2 qui s'appelle System for Neural Recording. L'inventeur, le cessionnaire, c'est Neuralink Corp, l'entreprise d'Elon Musk. Ce brevet donc et ses dérivés ne décrit pas une simple expérience, mais un système complet et commercialisable pour créer une interface cerveau-machine. Il couvre les fils souples d'électrodes, le robot chirurgical qui les implante avec précision et le matériel qui traite les signaux neuronaux. C'est le plan directeur pour la création de ce que Musk appelle une couche tertiaire de cognition numérique. 4. Le clonage humain. Ce sujet, c'est un des plus grands tabous éthiques, mais la barrière technologique est bien plus mince qu'on le pense. Quel est le concept scientifique ? Eh bien, la technique s'appelle le transfert nucléaire de cellules somatiques, TNCS. On prend un ovule, on retire son noyau qui contient l'ADN et on le remplace par le noyau d'une cellule de la personne à cloner, par exemple une cellule de peau. L'ovule est ensuite stimulé pour qu'il se développe comme un embryon qui sera génétiquement identique à la personne clonée. C'est la méthode utilisée pour la brebis Dolly. Alors quel est le document secret, entre guillemets, la première réussite technique sur l'humain ? Eh bien le titre c'est Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer de Tachibana Amato Mitalipov dans le journal Cell de 2013. Pourquoi c'est un document clé ? C'est la première fois que des scientifiques ont réussi à créer des lignes de cellules souches embryonnaires humaines viables en utilisant la technique du clonage TNCS. Ça signifie qu'ils ont créé des embryons humains clonés viables et les ont développés jusqu'au stade où les cellules souches peuvent être extraites. Le document prouve que la technique fonctionne chez l'humain. La création d'un bébé cloné n'est plus qu'une question d'implantation, un pas qui est interdit par la loi et l'éthique, mais plus par une impossibilité technique fondamentale. Donc techniquement, depuis 1997, c'est possible. Et on se demande si des fondations comme Cloned, financées par la secte de Raël, peut créer des clones. Alors en tout cas, on a un raélien rappeur qui s'appelle Kid Buu qui a toujours affirmé qu'il était un clone dédié à l'industrie musicale. Alors on va continuer à
étudier plus en détail certaines études qui seront dans le dossier que je vous ai préparé. On va commencer par le document An Integrated Brain Machine Interface Platform with Thousands of Channels, PMC. Il ne décrit pas la partie lecture de la mémoire génétique, mais il représente la pièce maîtresse de l'autre moitié de l'animus, si on file la métaphore avec Assassin's Creed, l'interface physique qui connecte le cerveau de l'utilisateur à la machine pour lui faire vivre la simulation. C'est le casque de réalité virtuelle ultime. Ce document, c'est le White Paper, la publication scientifique de 2019, où Elon Musk et son entreprise, Neuralink, présentent leur première version fonctionnelle d'une interface cerveau-machine, ICM ou Brain Machine Interface, BMI, à très haute performance. L'objectif, c'est de créer une connexion très haut débit entre le cerveau humain et un ordinateur. Donc ça, on l'avait abordé tout à l'heure, mais là, on va rentrer plus en détail. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Les 3 piliers. 1. Les fils, threads. Au lieu d'utiliser des grosses électrodes rigides qui peuvent endommager le cerveau, qui est très mou, ils ont créé des milliers de fils polymères ultra fins et flexibles. Chaque fil contient de multiples électrodes, 32 par fil. Un implant peut en avoir jusqu'à 96, soit un total de 3072 électrodes. C'est un nombre colossal par rapport aux technologies précédentes. Le robot chirurgien. Comme ces fils sont trop fins et souple pour être inséré par un chirurgien humain, Neuralink a construit un robot spécialisé. Il agit comme une machine à coudre de haute précision qui peut implanter les fils un par un très rapidement, jusqu'à 6 fils par minute, et surtout en utilisant des caméras pour éviter les vaisseaux sanguins à la surface du cerveau, ce qui réduit considérablement les dommages. 3. L'électronique, l'implant. Toute l'électronique nécessaire pour lire les signaux de ces milliers d'électrodes, les amplifier, les numériser, c'est-à-dire les transformer en 0 et en 1, et les envoyer à un ordinateur est miniaturisé dans un petit boîtier implantable et scellé. Le tout est connecté par un simple câble USB-C pour l'alimentation et le transfert des données. Quels ont été les résultats? Ils ont réussi à implanter ce système chez des rats et à enregistrer en temps réel l'activité de plus de 1000 neurones simultanément pendant que l'animal se déplaçait librement. Ils ont prouvé que leur plateforme fonctionne. Alors, quel lien on pourrait faire avec Abstergo Industries? Ce document ne décrit pas la partie mémoire génétique de l'animus, comment lire les souvenirs dans l'ADN. En revanche, il décrit avec une précision terrifiante comment la simulation de l'animus pourrait être rendue si réelle pour l'utilisateur. 1. L'interface de simulation parfaite. L'animus n'est pas juste un écran que Desmond regarde, c'est une machine dans laquelle il est immergé. Une technologie comme celle de Neuralink est la seule façon plausible de créer une telle immersion. Au lieu d'un casque VR, l'animus enverrait les signaux visuels, auditifs et sensoriels de la mémoire de l'ancêtre et directement dans les aires correspondantes du cerveau de l'utilisateur. Le cerveau ne ferait plus la différence entre la simulation et la réalité. 2. La lecture de l'état du sujet. En sens inverse, l'animus pourrait lire en temps réel l'état cérébral de l'utilisateur. C'est ce qui, dans le jeu, permet à la machine de savoir si le sujet est synchronisé avec son ancêtre ou s'il est stressé. 3. La base de l'effet de transfert, Bleeding Effect. C'est l'effet de transfert où Desmond acquiert les compétences d'Ezio est basé sur la neuroplasticité. En forçant le cerveau de Desmond à vivre les actions d'Ezio de manière répétée avec une fidélité parfaite, grâce à une interface comme Neuralink, l'animus recablerait littéralement son cerveau, créant les mêmes schémas neuronaux que ceux nécessaires pour l'escalade ou le combat. Il n'hérite pas de la compétence, il l'apprend à une vitesse surhumaine. En conclusion, si la lecture de la mémoire génétique est la partie logicielle la plus spéculative de l'animus, ce document de Neuralink décrit le matériel, le hardware le plus avancé et le plus réaliste pour faire fonctionner l'interface utilisateur de cette machine. C'est la technologie qui permet de brancher un humain à une mémoire et de la lui faire vivre. Alors maintenant, on va analyser le document que je vous ai mis aussi, An ADMD Mutation in C. elegans lamine. Alors ce document pourrait être lié aux technologies d'Abstergo, mais à un niveau plus subtil et fondamental que les précédents. Il ne décrit pas une machine, mais un mécanisme biologique essentiel que l'animus devrait absolument maîtriser pour fonctionner, le contrôle de l'architecture du noyau cellulaire pour activer ou désactiver des gènes. Cette étude utilise un ver minuscule, le C. elegans, comme modèle pour comprendre une maladie humaine, la dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, EDMD. Cette maladie est causée par une mutation dans une protéine appelée lamine.
Imaginez que le noyau de nos cellules est une bibliothèque. L'ADN est l'ensemble des livres. Les gènes silencieux, les livres que l'on ne lit pas, sont rangés et collés contre les murs de la bibliothèque. Ce mur, c'est la lamina nucléaire, faite de protéines lamines. C'est une zone de silence. Pour activer un gène, donc lire un livre, pour la métaphore, la cellule doit le détacher du mur et le ramener vers le centre de la bibliothèque où se trouvent les machines à lire, la machinerie de transcription. Ce document étudie ce qui se passe quand le mur, la lamine, est défectueux. Qu'est-ce que les scientifiques ont fait ? 1. Ils ont pris des vers et leur ont inséré une version mutée de la protéine lamine, la même mutation qui cause la dystrophie musculaire chez l'humain. 2. Ils ont utilisé une astuce pour voir où se trouvait un gène spécifique au muscle, le gène MYO3, dans le noyau de cellules. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Chez les vers normaux, dans les cellules qui ne sont pas des muscles, le gène du muscle est bien collé au mur, silencieux. Quand une cellule devient un muscle, le gène se détache du mur et se déplace vers le centre pour être activé. C'est le processus normal. Chez les vers mutants, dans les cellules musculaires, le gène du muscle reste anormalement collé au mur. La mutation de la lamine l'empêche de se détacher. Conséquence, parce qu'il reste bloqué dans la zone de silence, le gène du muscle n'est pas activé correctement. Résultat final, les vers mutants ont des muscles mal formés et des problèmes de motricité, ce qui reproduit les symptômes de la maladie humaine. Fait crucial, ce défaut est spécifique aux muscles. Dans d'autres types de cellules de vers, tout fonctionne normalement. Quel pourrait être le lien avec Abstergo Industries dans Assassin's Creed ? Ce document révèle une couche de complexité biologique qui est directement pertinente pour le fonctionnement de l'animus et l'effet de transfert. 1. Le contrôle de l'activation des mémoires. Pour que l'animus fasse revivre les souvenirs d'Ezio à Desmond, il ne suffit pas de lire l'information dans l'ADN. Il faut forcer les cellules de Desmond, surtout ses neurones, à activer les gènes ancestraux qui encodent ses souvenirs ou compétences. Ce document montre qu'un obstacle majeur à cette activation est la structure même du noyau. L'animus devrait donc être capable de forcer le détachement de ces gènes de la lamina nucléaire, le mur du silence. 2. La spécificité de l'effet de transfert. Desmond, dans Assassin's Creed, n'acquiert pas n'importe quelle compétence. Il acquiert les compétences physiques et cognitives d'un assassin. L'étude montre comment une mutation dans une protéine exprimée partout peut avoir un effet spécifique à un seul type de tissu, le muscle. Ça offre une explication plausible à la spécificité de l'effet de transfert. L'animus ne reprogramme pas tout le corps de Desmond, il cible la réorganisation nucléaire dans les cellules pertinentes, neurones moteurs, cortex visuel, etc. 3. Un mécanisme pour le gain de fonction. L'effet de transfert n'est pas une maladie de perte de fonction, mais un gain de fonction. Desmond gagne des capacités. La mutation étudiée ici agit de manière dominante. Elle cause des problèmes, même en présence de la protéine normale. Elle ne casse pas quelque chose, elle le fait fonctionner différemment. C'est exactement le principe de l'effet de transfert. L'animus ne rend pas Desmond malade, il réorganise son système pour lui donner de nouvelles fonctions, en se basant sur un plan ancestral. En conclusion, si les autres documents décrivaient le quoi, lire l'épigénétique, et le comment, l'interface cerveau-machine, ce document décrit le où et le pourquoi ça marche ou pas, au niveau le plus fondamental de la cellule. Il montre que la géographie 3D du génome à l'intérieur du noyau est un mécanisme de contrôle essentiel, et que sa manipulation intentionnelle par Abstergo, ou défectueuse dans le cas d'une maladie, a des conséquences directes et spécifiques sur les capacités d'un organisme. On analyse maintenant en détail le document Brain Beats, How much of the brain are generative reconstruction methods using? Ce document est non seulement pertinent, mais il est crucial pour comprendre les défis et les illusions potentielles liées à la technologie de type Animus d'Abstergo. Il ne décrit pas la construction d'une nouvelle machine, mais il agit comme un détecteur de mensonges scientifiques pour les technologies existantes, en posant une question fondamentale. La machine lit-elle vraiment les pensées, ou est-elle juste très douée pour deviner ? Alors, la découverte choquante, ce qui est intéressant, c'est que ils ont découvert qu'une paille minuscule suffit, donc ce qu'ils appellent le goulot d'étranglement, le bottleneck. Il ne faut qu'une quantité d'informations ridiculement faible venant du cerveau pour obtenir des images déjà très fidèles. Avec seulement 30 à 50 nombres, au lieu des 14 000 de départ, l'IA peut déjà reconstruire une image de haute qualité, donc à partir des 14 000 points de données du cortex visuel. Ça prouve que l'IA ne fait que capter un signal très général du cerveau. C'est une scène extérieure, où il y a un visage,
où les couleurs dominantes sont le vert et le bleu, et que son imagination, entre guillemets, son modèle génératif, fait 99% du travail pour créer l'image finale. Quel pourrait être le lien avec Abstergo Industries? Ce document, c'est une critique fondamentale qui s'applique parfaitement à la plausibilité et au danger de l'animus. 1. L'illusion de la fidélité historique. C'est le point le plus important. Abstergo pourrait croire que l'animus reconstitue fidèlement les souvenirs d'Ezio ou d'Altaïr, mais ce papier suggère que l'animus pourrait en fait ne recevoir que des indices très vagues de l'ADN, du style Florence, 15e siècle, virgule, assassine un virgule foule, et que la machine, étant une IA simulant l'histoire, invente la grande majorité des détails pour que la simulation paraisse réelle. La mémoire vécue par Desmond pourrait donc être une fiction plausible générée par la machine, plutôt qu'un enregistrement historique exact. 2. Le problème du signal versus prior. Ce document oppose le signal, l'information réelle du cerveau, au prior, P-R-I-O-R, la connaissance préexistante de l'IA. Pour Abstergo, le signal est la véritable mémoire génétique, et le prior est l'immense base de données historiques, physiques et culturelles de l'animus. Ce papier suggère que le succès de l'animus dépendrait moins de sa capacité à lire l'ADN que de la puissance de son prior à simuler le passé. 3. Quantifier la mémoire. La méthode BrainBeats offre un moyen conceptuel de mesurer la quantité d'informations réellement extraites. Si Abstergo appliquait ce principe, il pourrait découvrir que, pour recréer une journée entière de la vie d'Ezio, il n'utilise en fait que quelques bits d'informations génétiques, le reste étant une extrapolation de la machine. Cela remettrait en question la valeur même des données qu'il collecte. Donc ce document est plutôt un avertissement. Il nous dit que dans la quête pour lire dans les pensées ou les mémoires génétiques, il est très facile de se tromper et de croire que notre machine est un lecteur parfait, alors qu'elle n'est en réalité qu'un excellent conteur d'histoire. Pour Abstergo, c'est une menace existentielle. Leur quête de vérité historique via l'animus pourrait être basée sur une illusion technologique. On va maintenant analyser le document Bulk Cytoplasmic Actin and its Functions in Meiosis. En fait, il est fondamental pour comprendre la base biologique la plus plausible de l'effet de transfert, le bleeding effect. C'est-à-dire comment un utilisateur de l'animus dans Assassin's Creed peut physiquement acquérir les compétences de ses ancêtres. En bref, l'actine cytoplasmique est un outil d'organisation à grande échelle, essentiel pour la structure, le transport et la stabilité mécanique à l'intérieur de la cellule. Alors on va un peu extrapoler pour Assassin's Creed. L'effet de transfert, c'est le phénomène par lequel Desmond Miles, après avoir passé du temps dans l'animus, commence à manifester les compétences physiques d'Altaïr ou d'Ezio, on l'a déjà dit. Il ne fait pas que se souvenir de comment grimper, son corps apprend réellement à le faire. Comment c'est possible biologiquement ? Cela implique une réorganisation physique des cellules de Desmond, principalement ses neurones et ses muscles. C'est ici que ce document devient pertinent. 1. La base de la plasticité cérébrale. L'apprentissage et la mémoire reposent sur la capacité du cerveau à renforcer ou créer des connexions entre les neurones, les synapses. La forme, la stabilité et la force de ces connexions dépendent directement du squelette d'actine à l'intérieur des neurones. Pour que Desmond acquiert les réflexes d'Ezio, l'animus doit forcer une réorganisation massive et accélérée de ces réseaux d'actine dans son cerveau, créant ainsi de nouvelles voies neuronales ultra efficaces. 2. La base de la mémoire musculaire. De même, l'activité et l'agilité incroyable d'un assassin n'est pas seulement dans le cerveau, elle est aussi dans les muscles. L'effet de transfert impliquerait une adaptation des fibres musculaires de Desmond. Le réseau d'actine et de myosine est le moteur même de la contraction musculaire. Une simulation intense et répétée pourrait induire des changements dans la structure de ces filaments d'actine, rendant les muscles de Desmond plus efficaces pour les mouvements spécifiques d'un assassin. 3. Le hardware de l'effet de transfert. Si on considère l'information génétique comme le software, les logiciels que l'animus lit, l'effet de transfert est une mise à jour du hardware, le matériel, du corps de Desmond. Ce document décrit le fonctionnement d'un des matériaux de construction les plus fondamentaux de ce hardware. L'animus ne ferait pas que projeter des images dans le cerveau de Desmond, il déclencherait les mécanismes cellulaires de base comme la polymérisation de l'actine pour remodeler physiquement son corps à l'image de ses ancêtres. Donc pour conclure, ce document explique le fonctionnement d'un mécanisme biologique fondamental, l'organisation par l'actine, qui serait absolument essentiel pour expliquer comment les compétences d'un ancêtre pourraient cesser d'être un simple souvenir simulé pour devenir une capacité physique réelle et tangible chez un descendant.
Et pour finir, on va passer en revue visuellement tous les documents scientifiques qui sont dans le dossier que je vous ai mis. Donc là, on a des numéros de brevet pour du targeting épigénétique, donc pour du ciblage épigénétique, donc, qui peuvent avoir un rapport de près ou de loin avec toutes les technologies d'Abstergo dans Assassin's Creed. Donc je vous laisserai les étudier, faut qu'on étudie ensemble tout ça. Au-delà de celles dont je vous ai parlé, comme celle-ci, an ADMD mutation in C. elegans lamin blocks muscle specific gene relocation, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, je vous l'ai résumé. La brain beats aussi, je vous l'ai résumé. How much of the brain are generative reconstruction method using? Celle-ci qui s'appelle Bulk Cytoplasmic Actin and its Functions in Meiosis and Mitosis, on en a parlé aussi. Coesin selectively binds and regulates genes with paused RNA polymerase. Ça, potentiellement, ça parle d'acide ribonucléique, de polymérase, etc. Ce qui peut avoir un rapport avec certains vaccous du coco. Ce document, Cyclin Specific Docking Motif, promote phosphorylation of yeast signaling proteins by G1S CDK complexes. Ce document, Decoding Successive Computational Stages of Saliency Processing. Donc ici, il y a un rapport avec le décodage cérébral. Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Ça, on a vu tout à l'heure. C'est l'odeur qui est enregistrée donc chez les descendants de certaines souris. Donc, ils n'ont jamais senti réellement cette odeur, mais ils se souviennent du choc électrique qu'avaient leurs ancêtres. Ici, on a des brevets intéressants. Il s'appelle Epigenetic Discrimination of DNA, donc discrimination épigénétique de l'ADN. Ce document qui est en chinois. Ce document Females floated first in bubble rafting snails. Ce brevet qui s'appelle Haptic Mechanism for Virtual Reality and Augmented Reality Interfaces de Palm Laboratories. Donc c'est une espèce de bras avec des capteurs et dans les mains, etc. qui permettent en fait de pouvoir contrôler et toucher des choses dans la réalité virtuelle. Donc c'est typiquement ce que Desmond Miles utilise quand il va dans l'Animus. Ce document In Vivo Optogenetic Stimulation of Neocortical Excitatory Neurons Drives Brain State Dependent Inhibitions. On a ce document Membrane Trafficking Decoding Vesicle Identity with Constructing Chemistries. Ici on a ce brevet qui s'appelle Method and Devices for Age Determination. Donc déterminer l'âge à partir de l'ADN, etc. Ce document Mobile 24 Anti-Small RNAs Direct Transcriptional Gene Silencing in the Root Meristems of Arabidopsis thaliana. Donc ça parle entre autres d'acide ribonucléique et de transcription des gènes. On a ce document qui s'appelle Morphogene Gradients Expand and Repress. Celui-ci, MRI Magnetic Field Stimulates Rotational Sensor of the Brain. Donc ça parle de champs électromagnétiques qui stimulent certains capteurs du cerveau. Ce document Multiple TGF Superfamily Signals Modulate the Adult Drosophila Immune Response. Ça parle de réponse immunitaire à un stimuli particulier. Ce document Multisensory Disintegration and the Disappearing Hand Trick. Ici, ce document très intéressant. Donc, la musique peut être reconstruite à partir de l'activité d'un cortex auditory en utilisant des modèles de décodage non linéaires. Ce brevet, donc, qui s'appelle Neural Recording System, donc c'est pour un système d'enregistrement de l'activité neuronale. Ce document qui s'appelle Neurophysiology Vertigo in MRI Machines. Ce document Novel Ecosystems Altering Fish Assemblages in Warming Waters. Ici ce document
Nuclear Architecture, The Cell Biology of a Laminopathy. Ce document, Parallel Processing of Appetitive Short and Long-Term Memories in Drosophila. Ce document, qui s'appelle Partage d'expérience, réalité virtuelle et rééducation du membre supérieur. Alors, ça c'est pour la rééducation, comme le nom l'indique. Mais ça pourrait servir dans des technologies type Animus dans Assassin's Creed. Il pourrait y avoir un rapport. Ce document, Perceptual Learning, Stimulus Specific Learning from Low-Level Visual Plasticity. Donc ça parle du fait pour le cerveau d'apprendre plus rapidement avec des stimuli particuliers. Et finalement, le corps comprend qu'il vit la chose, qu'il apprend, alors qu'en réalité, il ne la vit pas vraiment, mais il apprend plus vite. On en a parlé un petit peu. Donc voilà, et puis on a ces autres documents qui sont aussi dans le dossier. Ce document, donc avancée récente dans les microsystèmes d'enregistrement de l'activité neuronale. Ici, donc cette étude est extrêmement intéressante, je vais traduire en français. Reconstruire les expériences visuelles à partir de l'activité du cerveau évoquée par des films. Voilà, celui-là c'est le même. Et ici, donc, un document dont on a parlé aussi, très intéressant. Sémantique. Alors, je vais vous traduire en français. Reconstruction sémantique de langage continu à partir de signaux MEG. MEG. C'est-à-dire magnéto-encéphalographie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On aura approché de près ou de loin des technologies, des brevets, des expériences scientifiques. Qui pourrait corroborer ce qui est dit sous le couvert de la fiction dans des jeux ou films comme Assassin's Creed. J'espère que ça vous aura intéressé et il faudrait qu'on continue nos recherches.